Bonsoir à tous et bienvenue dans le grand quiz de mathématiques d'objectif CRPE. Ce soir, c'est la rentrée, c'est la grande rentrée. On est déjà en octobre et ce soir, on veut vous faire profiter de ce grand quiz de mathématiques. Je suis Louis, je suis professeur de maths, vous vous en doutez, je suis enseignant au lycée et au collège et je prépare les candidats au CRPE depuis maintenant 4 ans. Je travaille chez Objectif CRPE tout au long de l'année pour former des dizaines, des centaines de candidats à la passation de ce concours. Et évidemment, dans l'objectif d'envoyer ces candidats dans les classes l'année prochaine pour que ces candidats deviennent des instituteurs dès le mois de septembre de l'année prochaine. Alors, Objectif CRPE travaille maintenant depuis 4 ans à former des candidats avec une certaine réussite, puisque l'an dernier, sur plus de 60% de nos élèves ont été admis. Ces résultats exceptionnels nous permettent ce soir de passer ce temps ensemble et me permettent de vous faire partager des conseils qui vont, je l'espère déjà, vous qui sûrement préparez aussi ce fameux concours, qui vont vous permettre de gagner des points, de gagner en rapidité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, tout est dans le titre, vous me direz, grand quiz, on va faire des QCM de mathématiques et l'objectif, ça va être d'essayer de balayer, peut-être pas la totalité, mais une grande partie du programme de mathématiques du CRPE. Le programme, vous savez, il est basé sur le collège. Alors attention à ça, à ne pas simplifier trop les choses et à se dire qu'une épreuve du CRPE, ou en tout cas dans ces deux premières parties, vous le savez évidemment, l'épreuve c'est 3 parties, 2 parties de mathématiques et une partie de didactique des mathématiques. En tout cas dans ces deux premières parties, il ne faut pas simplifier en voyant les choses comme étant limitées à un programme de 3e. Certes, on va utiliser ces connaissances qu'un élève du collège, qu'un élève qui va passer le brevet des collèges doit maîtriser, mais dans la formulation, on a parfois une manière assez différente d'utiliser ces connaissances. Alors, l'objectif, ça va être de faire quelques révisions. Moi, je vais vous donner des conseils, des points méthodologiques pour que vous puissiez mettre des points de côté. Et puis, on va aussi essayer ce soir, peut-être de donner du sens à certaines notions mathématiques, parce que si l'an prochain, vous êtes dans des classes, que si l'an prochain, vous êtes instituteur en maternelle ou à l'école élémentaire, il faut que vous puissiez retransmettre ce sens auprès de vos élèves, le sens des nombres, le sens des objets géométriques, le sens de la géométrie. Alors, Objectif CRPE, c'est un institut de formation qui prépare les candidats tout au long de l'année à ce concours, mais c'est une préparation qui ne va pas uniquement se porter sur les mathématiques. C'est une préparation complète qu'on donne avec la préparation aux épreuves écrites, aux mathématiques, au français, avec des remises à niveau, ainsi que des cours avec des rendez-vous en live tout au long de l'année. Et ces rendez-vous sont accompagnés par des vidéos tutoriels, des documents complémentaires dans lesquels on va pouvoir trouver des points de méthodologie, des points de cours, des exercices, mettre l'accent sur certaines notions qui reviennent systématiquement dans les sujets, que ce soit en français ou en mathématiques. Vous aurez la possibilité aussi chez Objectif CRPE de préparer les épreuves orales sans attendre vos résultats d'admissibilité, puisque on mène cette préparation aux épreuves orales et aux épreuves écrites en parallèle dès le mois d'octobre.
S'entraîner, c'est ça qui fait que vous serez prêt le jour J. Chez Objectif CRPE, on cherche réellement à mettre l'accent sur l'entraînement en conditions réelles. C'est pour ça qu'en français et en mathématiques, dans chacune de ces matières, vous aurez 4 concours blancs inédits qui vous seront proposés avec des vidéos corrections. Qu'est-ce que c'est qu'une vidéo correction? C'est une correction dans laquelle un conseiller pédagogique qui travaille à l'école primaire, qui accompagne les instituteurs à l'école primaire, un conseiller pédagogique ou un professeur de mathématiques ou de français du secondaire corrigera vos copies. Il pourra, tout au long de sa correction, vous prodiguer des conseils, à la fois sur peut-être les connaissances à reprendre, mais aussi sur la forme de vos copies et sur les méthodologies sur lesquelles il va falloir mettre le coup de rein pour être prêt le jour J. Alors, évidemment que les épreuves écrites, ça va se passer autour des concours blancs. Pour les épreuves orales, vous serez aussi mis en situation avec des oraux blancs qui vous permettront de préparer ces épreuves orales. Rien n'est laissé de côté chez Objectif CRPE puisque vous serez aussi accompagné par un tuteur pour la rédaction de votre dossier de mise en situation professionnelle. Donc l'objectif, si je peux dire, chez Objectif CRPE, c'est bien de vous accompagner tout au long de l'année, dès maintenant et jusqu'à la fin du mois de juillet, parce que les épreuves orales, les concours, les épreuves écrites, c'est en avril. Je vous apprends rien, mais les épreuves orales, elles vont s'étaler jusqu'au mois de juillet. Donc on est là, on vous accompagne, on vous propose des conseils qui vont droit au but. L'objectif, c'est pas de vous faire travailler sur des notions qui ne vous seront pas utiles pour le concours, mais clairement d'être dans une efficacité pour que vous puissiez obtenir le maximum de points dans chacune des épreuves dans un temps de travail le plus faible possible. Juste, je vous présente rapidement les formules avec la préparation annuelle au CRPE pour le CRPE 2020 avec un code promo jusqu'au 10 octobre. Vous avez une réduction de 100 € sur chacune des préparations. Préparation Nouvelle Chance, qu'est-ce que c'est? C'est les candidats qui ont malheureusement échoué l'an dernier et qui veulent retenter le concours en profitant des conseils et en profitant d'Objectif CRPE. On vous propose pour ces candidats des corrections de vos copies 2019. Vous avez la possibilité de réclamer vos copies 2019, les copies que vous avez produites en avril 2019. Et nous, pour que vous puissiez donner du sens à vos notes, on vous propose une correction vidéo de ces copies. Chez Objectif CRPE, l'argent ne doit pas être un frein. Pourquoi? Parce que on pense que on a le droit aujourd'hui tous d'accéder au même niveau d'éducation. Le programme Égalité des chances vous permet, selon des conditions de ressources que vous devrez nous fournir, mais vous pourrez obtenir jusqu'à 50% de réduction sur les prix de ces préparations. Évidemment, le paiement en plusieurs fois sans frais est aussi possible. Vous pouvez nous appeler, Nafat et Sarah vous répondront avec plaisir, ou vous pouvez aller consulter notre site. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et tous les autres. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bon, voilà pour une présentation d'Objectif CRPE et de nos préparations. On est ici pour faire des mathématiques. Alors ce live, il va tourner autour de 12 questions que j'ai réparties en 4 parties. Première partie, du calcul numérique. Est-ce que je suis capable de comprendre quelles sont les briques élémentaires des nombres entiers? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur d'un nombre, un multiple d'un nombre? Est-ce que je sais manipuler l'algèbre? L'algèbre, c'est quoi? C'est la capacité, l'algèbre, c'est la mise en relation de ces nombres à partir des opérations et des 4 opérations fondamentales que sont l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On va vérifier tout ça. Du calcul littéral, on en aura besoin le jour du concours pour résoudre des équations, pour faire des développements, des factorisations. J'espère que ces mots ne vous font pas dresser les cheveux sur la tête. On va ensemble prendre les choses doucement pour essayer peut-être même de débloquer certains
quel objectif je me fixe. Ouh là là. Géométrie plane en partie 3 avec 3 questions. Et ça, c'est souvent une épreuve qui pose une partie, enfin le type de questions qui pose des problèmes aux candidats. On va ce soir essayer de travailler sur notre vision dans le plan, la capacité à voir les choses dans le plan, mais aussi à les démontrer. Parce qu'évidemment, observer, c'est bien, c'est ce que vous apprendrez à vos élèves quand ils seront en cycle 2, cycle 3, en l'école élémentaire, reconnaître des formes géométriques, savoir mesurer les choses, savoir mettre en relation les objets géométriques. Et puis, au collège, on apprend à démontrer, à prouver, aller au-delà de cette observation. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir dans cette partie 3. Et puis partie 4, un exercice qui est souvent redouté des candidats dans la deuxième partie de l'épreuve, cet exercice du vrai-faux, où on va tenter encore une fois d'être dans la démonstration. Et on verra que cette démonstration, elle n'est pas si évidente, ou d'être dans la réfutation d'affirmation. Pour chaque question, je vous préviens dès maintenant, il y aura plusieurs réponses possibles. Donc attention, à chaque fois, on est sur du QCM, ABC, parfois D. Il y a parfois un D qui traîne, mais essentiellement c'est du ABC, donc 3 propositions. Vous pouvez avoir 1, 2 ou 3 bonnes réponses à chaque fois. Donc ne vous limitez pas à trouver une bonne réponse, il y en a peut-être d'autres. Évidemment, vous allez bosser, mais je vais derrière essayer de vous donner quelques éléments les plus clairs possibles de correction pour que, on puisse essayer de, ensemble, donner du sens à toutes ces notions mathématiques. Je jette un coup d'œil au chat avant qu'on se lance dans cette première série de questions. Bonsoir Assama Lal, bonsoir Aurélie, bonsoir Vanessa, bonsoir Béa, bonsoir Pauline, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est normal, je ne vois pas l'écran complet, nous dit Caroline BLC. Je vais poser la question au technicien. JR, est-ce que tu pourras venir me donner un coup de main? J'ai des questions techniques dans le chat. Alors, comment est-ce qu'on fait pour partager la vidéo? Partager la vidéo, alors il faut cliquer sur le bouton partager au-dessus des commentaires. Au-dessus du chat, je réponds à une question qui nous vient de mon CRPE 2020. Mon CRPE 2020 qui demande comment partager. Eh bien, le bouton partager juste au-dessus du chat, justement. Et c'est normal que je ne vois pas l'écran complet, demande Caroline. Eh bien là, bonsoir Louis, merci, bonsoir Sophie. Je ne saurais trop quoi te dire. En fait, Caroline, elle a répondu. Eh bien, c'est super. Apparemment, c'est réglé. Merci, Caroline. Nous avons droit à la calculatrice. Oui, alors on peut répondre à cette question. Évidemment, le jour du CRPE, vous aurez le droit à la calculatrice. Mais ce soir, merci de poser cette question. Ah, ça, c'est très, très bien de poser cette question. Ça me sert beaucoup. Qui est-ce qui a posé? C'est Stéphanie. Merci, Stéphanie. Ce soir, on va laisser la calculatrice de côté, mais je reviendrai dans les temps de correction sur ah oui, là, on avait effectivement le droit à la calculatrice. Donc, comment on aurait pu se servir de cette calculatrice pour effectivement, clairement, gagner du temps le jour J. Ça va être important. Bon, est-ce que vous êtes prêts? On se lance dans une première série de 4 questions qui, je vous le rappelle, vont traiter du calcul numérique. Est-ce que vous savez quels sont les différents types de nombres? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un PGCD? Est-ce que vous savez mener une suite de calculs? Est-ce que vous n'avez pas peur des racines carrées? Alors, je vous laisse 5 minutes pour travailler sur ces 4 questions. N'essayez pas d'être dans une démonstration. On est ce soir, peut-être c'est vrai, dans la forme assez éloignée du CRPE. On va chercher à être dans une certaine efficacité. Donc, on travaille clairement au brouillon, un stylo, un papier, pas de calculatrice. On l'a déjà dit, mais je le répète, pas de calculatrice. On est au brouillon et on essaye d'être dans une efficacité. Dernière chose avant qu'on se lance, s'il vous plaît, laissons tout le monde travailler individuellement dans le temps qui lui est nécessaire. Donc le chat, c'est un endroit d'échange entre vous et moi, mais c'est pas un endroit où on va divulgacher, où on va spoiler les bonnes réponses. Donc gardez les bonnes réponses pour vous et puis on pourra cracher ce flot de bonnes réponses au moment des corriger. Mais dans ce moment de réflexion commune,
ce moment de réflexion commune. Oui, oui, c'est la réflexion qui est commune. Effectivement, on ne spoil pas. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat? Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans ce grand quiz de rentrée, ce grand quiz des mathématiques? Allez, j'attends vos réponses. Un prêt, go, c'est parti. On est chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, je sais qu'il y a un tout petit décalage entre ce que euh, peut s'afficher et ce que je dis. J'attends quand même quelques go. Et c'est parti. Et oui, vous êtes prêts, vous êtes chaud. Eh bien, à vous de jouer. Vous avez donc 5 minutes pour ces 4 premières questions. À tout de suite.
Ah, 5 minutes, j'espère que ça n'a pas trop piqué. Effectivement, 5 minutes, c'est peut-être un petit peu court, mais je vous ai dit, ce soir, on essaye aussi de travailler l'efficacité. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les connaissances? Est-ce que vous pouvez les utiliser dans un temps court? Hein, c'est aussi un des objectifs de ces chronos que j'ai choisi un petit peu serrés, c'est vrai. Alors, première question, tout de suite, 450 90e, est-ce que c'est un nombre entier, un nombre décimal, un nombre rationnel? On garde en tête que plusieurs réponses sont possibles. Alors, il faut peut-être revenir à la définition de ces nombres. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? Commençons par ça. Un nombre rationnel, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme d'un ratio, comme son nom l'indique. Et un ratio, c'est quoi? C'est une fraction. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Un numérateur, un numérateur et un dénominateur, un quotient qui est composé de deux nombres entiers. Eh bien, 450 sur 90, voici un ratio, une fraction, oui. Donc, 450 sur 90, juste la manière d'écrire ça nous suffit à dire que ce nombre, 490e, est rationnel, effectivement. Alors, c'est un nombre rationnel, ça nous fait valider la question C. Est-ce que ça ne serait pas aussi un nombre décimal? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre que peut écrire sous forme d'une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est quoi? C'est toujours une fraction, un dénominateur et un numérateur entiers, mais le dénominateur est un peu particulier puisque c'est une puissance de 10. Un nombre qui peut s'écrire comme 10, 100, 1000, 10 000, 1 million, etc. J'ai oublié le 100 000, mais peu importe. Alors, on va essayer de transformer cette fraction pour l'écrire sous forme d'une fraction maintenant décimale. 450 90e, on voit bien là que obtenir 90 obtenir 10 lorsqu'on a 90, on est dans une division par 9. Bon. Est-ce que je peux produire une division par 9 au dénominateur? Oui, si je peux aussi la produire en numérateur. 450 90e, c'est 9 fois 10. Et 450, c'est quoi? Ah, c'est du 45, donc c'est du 5. 5, c'est du 9. 9 fois 50. Donc ça peut s'écrire comme étant 50 dixièmes. Et ça, 50 dixièmes, c'est une fraction décimale. Donc 50 dixièmes est un nombre décimal. Est-ce que c'est un nombre entier? Est-ce que je peux encore transformer cette fraction pour transformer 50 dixièmes en nombre entier? Revenons à la définition de ce que c'est qu'une fraction. C'est un quotient, c'est une division. 50 divisé par 10, c'est tout simplement, évidemment, 5. 5, c'est un nombre entier. Pourquoi? Parce que c'est un nombre qui a une partie entière et une partie décimale, nulle. Je peux très bien écrire 0, 5,0 ici. Ça, c'est un nombre entier. On a donc ce nombre, 450 90e, qui est un nombre rationnel, mais qui est aussi un nombre décimal et aussi un nombre entier. Alors, chez Objectif CRPE, on essaye clairement de donner du sens aux choses. Et pour ceux qui sont peut-être de la partie, qui sont peut-être parmi nos élèves et qui nous regardent ce soir, je vous salue, bienvenue à vous. Eh bien, dès la semaine prochaine, on va s'intéresser justement à cette manière de classifier les nombres. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre décimal? Qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier? Et quel est le lien qui existe entre ces différents types de nombres? Passons à la question numéro 2. Le PGCD de 364 et de 156, à quoi est-il égal? Si je passe à la question 2, je vais l'afficher. Voilà. Alors, je lisais dans les commentaires, est-ce que le PGCD, c'est plus au programme de 3e? Est-ce que c'est encore au programme du concours? Eh bien voilà. C'est là où, effectivement, quand vous regardez le programme du concours, il y a des zones de flou. Parce qu'on ne vous dit pas, c'est exactement le programme de 3e. On vous dit, c'est basé sur le programme du collège, avec des notions d'arithmétique, mais on ne va pas avoir un cadre aussi limité que celui du programme de 3e. Donc ceux qui voudraient faire l'impasse sur le PGCD, à mon sens, c'est une très très mauvaise idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veulent dire ces lettres? C'est un acronyme pour plus grand commun
diviseurs. On va chercher les diviseurs de 364, les diviseurs de 156 et on va chercher le plus grand possible. Alors pour ça, il y a des techniques. On va passer par une technique qui est à mon sens la plus efficace et cette technique va nous obliger à décomposer chacun de ces nombres dans leurs briques élémentaires. La brique élémentaire d'un nombre entier, c'est un nombre premier. On peut écrire n'importe quel entier sous forme d'une décomposition en facteurs premiers. Faisons ça ensemble. On va essayer de chercher des diviseurs et on va produire les quotients à chaque fois pour chacun de ces nombres 364 et 156. On présente ça de manière verticale et on va se demander 364, quel est un diviseur simple? 364 c'est un nombre pair, il finit par 4, on peut donc le diviser par 2. 364 divisé par 2, ça fait 182. Une fois que j'ai 182, je peux encore le diviser par 2. Et ça nous fait du 91. Ah, plus difficile, 91, c'est vrai, trouver les diviseurs. Alors, c'est un nombre pair, c'est un nombre impair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Quand on fait la somme de ces chiffres, 9 et 1, ça fait 10, donc on ne peut pas le diviser par 3, par 9. Il ne se finit pas par un 0 ou par un 5, il n'est donc pas divisible par 10 ou par 5. Il n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 4. Vous voyez qu'on tourne un petit peu. En fait, ce nombre est divisible par 13. 91 divisé par 13, ça fait 7. 91 par 13, ça fait 7. Et ensuite, 7, quels sont les diviseurs de 7? Eh bien, tout simplement, 7 est divisé par 7. Et lorsque je l'ai divisé par 7, 7 par 7 donne 1. Quand je suis arrivé dans la colonne de gauche à 1, j'ai produit mon travail, c'est-à-dire une décomposition en facteurs premiers de 364. 364, je peux donc l'écrire comme 2 fois 2 fois 13 fois 7, c'est-à-dire 2 fois 2, 2 au carré, fois 7, fois 13. On fait rapidement le même travail sur 156. Vous avez compris le principe, donc je vais un petit peu plus vite. 156, c'est un nombre pair, je peux le diviser par 2. 156 par 2, 160, ça donne 80, c'est donc du 78. 78, je peux de nouveau le diviser par 2. On va donc obtenir 80, donc on va obtenir 39. Je peux 39, on voit que c'est pas pair, c'est impair, c'est pas divisé par 2, pas par 4, la somme des chiffres 3 et 9, c'est divisible par 3. Puisque 3 et 9 donnent 12, 12 étant divisible par 3, eh bien 39 est divisible par 3. Et c'est 3 fois combien? C'est 3 fois 13. Enfin 13, je peux le diviser par 13 et j'obtiens 1. On a donc 156 qui est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré, fois 3, fois 13. Alors, ok, les diviseurs, ils sont cachés dans cette liste de nombres. Un diviseur possible de 364, c'est 2. Un autre diviseur possible de 364, c'est 4. C'est 13, c'est 7. Voilà, on ne va pas faire la liste de tous les diviseurs de ce nombre, mais on pourrait chercher les diviseurs. Alors, plutôt que de les chercher à la main, justement, comme ça, on va travailler directement sur ces décompositions en facteurs premiers. On va chercher ce qui est commun. Qu'est-ce qui est commun? Ce 2 au carré est commun et ce 13 aussi est commun. On a donc le PGCD de 364 et de 156 qui est égal à 2 au carré fois 13. Alors 2 au carré fois 13, c'est quoi? C'est du 4 fois 13. 4 fois 13, 52. Le PGCD, il est donc égal à 52. Ok, ça veut dire quoi? Redonnons du sens à ce qu'on vient de chercher, parce que là, dans toutes ces techniques, dans toutes ces méthodes, on finit par perdre du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 156 est divisible par 52. 156 est un multiple de 52. 156, c'est effectivement 3 fois 52. 156, c'est 3 fois 52. 364, c'est 7 fois 52. Le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, c'est 52. On regarde les réponses. Alors, la proposition C, on l'a tout de suite. Donc, effectivement, la C, c'est correct. Mais
là où j'ai peut-être été pas très sympa, c'est que eh bien, 208 et 156, c'est la proposition A où on nous demandait, on refaisait calculer un autre PGCD. Plutôt que de se relancer dans ce travail, on a déjà 156, on sait que c'est du 3 fois 52. Est-ce qu'on ne pourrait pas de tête se demander 208, est-ce que ce n'est pas un multiple de 52 aussi? Je vous laisse chercher. Est-ce que 208 est un multiple de 52? La réponse est oui, puisque 208 peut s'écrire comme 4 fois 52. 208, c'est 4 fois 52. 156, c'est 3 fois 52. Oui, 156, c'est 3 fois 52. Donc, le PGCD de 208 et de 156, c'est aussi 52. Donc, on va valider la question A. Bon, très bien. Alors, avant de passer à la question 3, proposition avec l'algorithme d'Euclide. C'est vrai, d'autres possibilités, l'algorithme d'Euclide, on peut le mettre en place. Mais surtout, tout à l'heure, vous me disiez, est-ce qu'on a le droit à la calculatrice? Aujourd'hui, non, ça nous fait travailler les techniques calculatoires. Ça ne peut pas faire de mal que de faire travailler un petit peu l'arithmétique, les divisions, ces critères de divisibilité. Mais le jour du concours, vous avez la calculatrice. Et à mon sens, la bonne calculatrice, c'est une calculatrice de type collège. Que ce soit de marque, sans vouloir faire de pub, les grandes marques sont Casio et TI aujourd'hui sur le marché. TI pour Texas Instruments. Eh bien, vous avez la possibilité sur ces deux calculatrices de calculer le PGCD. PGCD de deux nombres et la réponse vous est donnée. Vous avez aussi la possibilité d'avoir cette décomposition en facteur premier grâce aux calculatrices. Alors, le jour J, il faut apprendre à se servir de ces calculatrices. Pour faire ces calculs, il faudra le montrer au correcteur que vous savez faire une démarche par un algorithme d'Euclide, par l'algorithme des différences, par cette décomposition en facteur premier, mais évidemment que la calculatrice pourra vous aider à faire de la vérification. Voilà, j'ai bien remis ma mèche, on peut maintenant passer à la question 3. D'ailleurs, pour ceux qui sont chez Objectif CRPE et qui nous regardent ce soir, rebonjour à vous. Eh bien, lundi prochain, on va s'intéresser notamment à l'arithmétique et vous aurez la possibilité d'accéder à des tutoriels où je vous indiquerai comment utiliser la calculatrice pour calculer ces PGCD, ces décompositions. Passons à la question 3. 3 plus 45 divisé par 3 moins 9 fois 2, avec des parenthèses autour de ce 3 moins 9 fois 2. Alors, pour donner du sens à ces opérations, je vous propose de réécrire ça avec une autre écriture, plutôt l'écriture fractionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, alors n'allons pas trop vite, quelles sont les opérations qu'on va faire en priorité? Alors, on est dans la parenthèse, l'opération qu'on va faire en priorité, c'est la multiplication qu'on va faire en priorité qui est dans la parenthèse. Je vous rappelle que multiplication et division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Ok, mais moi, dans un premier temps, donc surtout le 3 plus 45, on s'en occupe pas tout de suite. 3 plus 45 divisé par, je vous propose une écriture fractionnaire, 3 moins 9 fois 2. Et oui, je n'écris pas les parenthèses autour de 3 moins 9 fois 2, puisque cette grande barre de fraction est là pour symboliser ces parenthèses. Elle nous dit quoi? Que le dénominateur et le numérateur devront être calculés, réduits, avant de pouvoir produire le quotient. C'est bien ce qu'indiquent les parenthèses. On a ces calculs qui doivent être faits, puisqu'ils sont indiqués par des parenthèses. La grande barre de fraction nous indique la même chose. Alors, on y va. C'est 3 plus 45. Là, encore une fois, on fait attention. Souvenez-vous, la multiplication est prioritaire. Donc, ça fait du 3 moins 9 fois 2. 9 fois 2, 18. 3 moins 18. Et ça, c'est égal à 3 plus 45. On ne se fait pas avoir par les nombres relatifs, qui sont des nombres positifs ou négatifs. Et en l'occurrence, négatif. 3 moins 18, ça donne moins 15. 3 plus 45 divisé par moins 15, ce que je vous propose, c'est de s'occuper du signe d'abord. 4 divisé par moins 15,
on a dans ce quotient un nombre négatif, le résultat sera donc négatif. Je mets une petite parenthèse pour séparer le signe d'addition et le symbole d'addition et le signe négatif qui va précéder mon résultat de 45 par 15. Combien y a-t-il de fois 15 dans 45? Il y va 3 fois. On a donc finalement cette opération qui est 3 plus moins 3. 3 plus moins 3, ces deux nombres sont des nombres opposés. Ils ont la même distance à 0 et un signe contraire. 3 plus moins 3, ça fait 0. La bonne réponse, et excusez-moi, bon, ça ne vous a pas trop perturbé, je pense, puisque j'ai remis le calcul au tableau, mais cette slide, revenons sur les propositions, on avait donc la bonne réponse qui était la réponse B. Passons à la question numéro 4, avec ce petit travail sur, on va avoir le place de travailler ça ici, ce petit travail sur les racines carrées. Alors souvent, les racines carrées, ça fait un peu peur. Revenons à la définition d'une racine carrée. C'est quoi? Une racine carrée, c'est un nombre qui, lorsque la racine carrée d'un nombre, la racine carrée, c'est un nombre positif déjà. Ok, première chose. Et lorsque je prends la racine carrée d'un nombre qui est lui-même positif, eh bien, ça va me permettre de trouver, pardon, je suis en train de bugger, la racine carrée d'un nombre positif me permet, eh bien, c'est la racine carrée d'un nombre. Je vais vous donner la définition, allons-y, n'ayons pas peur. Si j'ai un nombre A qui est positif et que je prends la racine carrée de ce nombre A, ben c'est quoi? C'est le nombre qui, lorsque je l'élève au carré, donne A. Bon, voilà une définition, je vous la remets juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la racine carrée d'un nombre A, eh bien, lorsque je le porte au carré, ça donne A. Voilà, c'est la manière dont on définit. Et ça sert grandement, puisque la racine carrée, lorsque je cherche par exemple la racine carrée de 9, allons-y sur un carré parfait, pardon, eh bien c'est quoi? C'est quel est le nombre qui, lorsque je le porte au carré, donne 9? Ce nombre est 3. Pourquoi? Parce que 3 au carré égale 9. Bon, très bien. Alors revenons sur la question. Revenons sur cette question et on a ici 5 plus racine de 7, facteur de 5 moins racine de 7. Qu'est-ce qu'on reconnaît ici? Une double distributivité. On a ici un premier facteur avec 2 termes et un deuxième facteur avec 2 autres termes. Mais ces termes sont particuliers. On reconnaît ici le 5 et le 5, le plus racine de 7 et le moins racine de 7. On est face à une identité remarquable, laquelle qui A plus B, A moins B. Qu'est-ce que c'est que cette identité remarquable? Eh bien, c'est une identité remarquable qui nous permet de dire que A au carré moins B au carré. A plus B, facteur de A moins B, c'est A au carré moins B au carré. Voilà une identité remarquable qui pourra vous être utile le jour du concours. Si vous n'avez pas utilisé l'identité remarquable, on peut très bien faire ça sous forme de la double distributivité, 5 fois 5, 5 fois moins racine de 7, racine de 7 fois 5 et racine de 7 fois moins racine de 7. Si on utilise l'identité remarquable, A c'est racine de 5, donc on a donc du 5 au carré, moins B c'est quoi? C'est racine de 7. Racine de 7 au carré. Alors 5 au carré c'est 25, racine de 7 au carré c'est 7. On a donc du 25 moins 7. Je suis un petit peu bloqué dans mon coin, excusez-moi. Et ça, 25 moins 7, ça donne 18. Alors, ça correspondait à quelle proposition? Vous l'avez tous trouvé, j'en suis certain. La B, on a ici l'écriture de la proposition B et le résultat 18 qui nous donne la C. Donc pour la question 4, on avait la B et la C, qui nous donnaient, qui étaient les bonnes réponses. Oui, Stéphanie qui nous dit au pire, on double distribue. C'est tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Au pire, si on ne connaît pas ces identités remarquables, on double distribue. Alors, dans le sens du développement,
tu as raison. Dans le sens de la factorisation, ça peut être un peu plus difficile, encore que clairement, la factorisation, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins au CRPE. On va être dans le sens du développement, vous faire calculer des expressions littérales dans le sens du développement. Et c'est justement ce que je veux faire dans les minutes qui viennent. On va travailler maintenant sur une série de 3 questions autour du calcul littéral, des équations, des fonctions, de la proportionnalité, des pourcentages. Tout ça en 3 questions. Et bien dis donc, quel programme! Je vous propose du coup de traiter ces 3 questions, toujours dans le même temps. Alors peut-être que vous serez un peu plus large pour ces 3 questions, les questions 5, 6 et 7. On va toujours se donner un temps de 5 minutes. Je vous dis à tout de suite pour le corriger. Allez, au boulot!
Et oui, il est déjà temps de passer à la correction. Alors j'espère que ces questions vous ont inspiré, et notamment cette première question, la question 5, le développement. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire que le développement? En mathématiques, on développe, on factorise. Voilà une transformation algébrique. Je vous rappelle que l'algèbre, je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, c'est toujours bon de rappeler les choses. L'algèbre, c'est la mise en relation des nombres. La mise en relation des nombres par les opérations. Les opérations fondamentales, vous les connaissez, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On pourrait penser à la puissance, on pourrait penser aux puissances, on pourrait penser aux racines carrées, à d'autres opérations qu'on manipule quand on est en classe de 3e et qu'on doit savoir manipuler quand on passe le CRPE. Alors déjà, le développement, je reviens à ce que j'étais en train de dire, hop, 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 et voilà. Le développement, c'est donc transformer un produit en une somme. Alors, un produit, c'est quoi? C'est le résultat d'une multiplication. Où est-ce que j'ai une multiplication ici? Ici. J'ai un produit ici et un produit ici. On va transformer ces multiplications, ces produits, transformer en addition. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous pouvez me dire ça dans les commentaires, puisque j'ai certains qui ont l'impression toujours du mal? Rafraîchissez la page et dites-moi si vous me voyez pour qu'on puisse continuer la correction de cette question numéro 5. Si vous rafraîchissez la page comme nous le propose. Ok, bon, super Blandine, c'est parfait. On peut continuer pour ceux. Ok, tout va bien. Merci Olivier, merci à tous de me confirmer de ça. Pour ceux qui auraient des soucis, effectivement, un petit F5 ou rafraîchir la page permet en général de relancer les choses correctement. On y va. Donc, ce produit, on a face à une double distributivité ici et une simple distributivité ici. La double distributivité, comment elle s'opère? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure. On va développer, on va multiplier chacun des termes, chacun des couples de termes. Donc x va être multiplié par 2x, x va être multiplié par 4, 3 va être multiplié par 2x, puis 3 va être multiplié par 4. De la même manière, on multipliera moins 2 par 5x et moins 2 par 6. On se lance. X fois 2x, c'est 2 fois x, c'est-à-dire 2x au carré. X fois 4, c'est 4x. Alors, je fasse attention, ici on n'a pas de problème de signes puisqu'on n'a que des signes positifs. On fera peut-être un peu plus attention aux signes après. Mais bien attention, hein, on écrit le résultat, le signe qui va avec le nombre. Donc, on en était là à 3 fois 2x, ça nous donne du 3 fois 2, 6, plus 6x, et 3 fois 4, plus 12. Reste à développer cette simple distributivité, donc moins 2 multiplié par 5x, et c'est bien moins 2 que je vais multiplier par 5x. On fait attention, ce qui nous permet de ne pas faire d'erreur. On accompagne toujours un nombre par son signe. Moins 2 fois 5x, ça donne moins 2 fois 5, moins 10x. Et enfin, moins 2 fois 6, ça nous donne du moins 12. Donc oui, là on a bien deux moins qui doivent apparaître. Alors regardons un peu ce qu'il en est. Ici, j'ai ça qui fait 10x. Et ce 10x, eh bien, il va disparaître avec son opposé, moins 10x ici. Le 12 qui est ici, il va aussi disparaître avec son opposé, moins 12 qui est ici. Finalement, j'ai rapidement la réponse qui apparaît. C'est à savoir que cette expression, lorsqu'elle est développée, elle vaut 2x au carré. On aurait donc une bonne réponse qui était la proposition A. Question numéro 6. Allez, on y va. Les solutions de l'équation 2x carré moins 12x égale 0. Eh bien, ceux qui ont passé le concours du CRPE en 2019 dans les académies du groupement 1, eh bien, se souviennent peut-être de cette équation. Alors, peut-être à une valeur numérique près,
c'est pas tout à fait la même, mais dans le problème de ce groupement 1 de la session 2019, on devait résoudre une équation de ce type-là. On va la résoudre. Compte tenu du format de la question, on pourrait se dire que la bonne idée serait plutôt de tester. Et vous avez eu raison si vous avez procédé de cette manière. Donc on va d'abord tester. Est-ce que 0 est une solution? Est-ce que si je prends pour x égale 0, est-ce que 2 fois 0 au carré moins 12 fois 0, ça donne 0? Pardon, pas ça donne 0. Combien est-ce que c'est égal? 2 fois 0 égale 0, moins 12 fois 0 égale 0, ça donne bien 0. Pardon, c'est bien une vérification qu'on doit faire. Donc, effectivement, 0 fonctionne. Mais en vérifiant ça, en vérifiant la proposition A, on s'aperçoit que 0 fonctionne, mais on n'a pas été dans une résolution de l'équation. Résoudre une équation, je vous le rappelle, c'est trouver toutes les solutions qui vérifient l'équation. 0, c'est clair, c'est une des solutions. Est-ce que c'est la seule? Ce que je vous propose pour vérifier quelles sont les solutions, c'est de faire une résolution comme ça a été demandé dans le concours du groupement 1. Eh bien, pardon, excusez-moi, j'étais concentré sur le chat, petite interruption. Eh bien, on va résoudre ça dans le cas général. Alors, on y va, on se lance dans la résolution de 2x carré moins 12x égale 0. On va, pour résoudre ce type d'équation, devoir factoriser. On va devoir factoriser et du coup, quelle factorisation on va utiliser? Quel facteur commun on va utiliser? Eh bien, là où on trouve des facteurs communs, c'est dans chacun de ces termes. Donc ici, on a en facteur commun, on a 2 ici. Est-ce que dans moins 12x, je retrouve 2? La réponse est oui. Hop. La réponse est oui. Dans 12, il y a du 2 fois 6. Je vais donc réécrire tout simplement ces deux termes pour avoir du 2 fois x moins 2, comment on va moins 6 fois 2 fois x. J'ai tout simplement produit une écriture différente pour faire apparaître que, eh bien, ici, on a dans ce premier terme 2x qui apparaît et dans ce deuxième terme, on a aussi 2x qui apparaît. Donc, lorsque je factorise par 2x, ça va me donner 2x facteur 2. Il me reste d'un côté x et de l'autre côté moins 6. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transformé une différence ou une somme par un nombre avec un des termes négatifs en un produit. Développer, c'était transformer un produit en une somme. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. On a donc une méthode qui apparaît puisque j'ai une équation produit qui va me permettre de dire que si j'ai deux nombres qui sont multipliés l'un par l'autre, si ces deux nombres, leur produit est nul, c'est que l'un au moins des deux nombres est nul. Ça, je vous rappelle qu'il y a bien une multiplication. Si le produit vaut 0, c'est bien soit 2x qui vaut 0 ou x moins 6. 2x est donc égal à 0 ou x moins 6 est égal à 0. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien qu'on a deux cas possibles, deux choses qui apparaissent. D'un côté, 2 fois x égale 0. Ça veut dire que 2 fois un nombre vaut 0, ce nombre vaut forcément 0. Ou x moins 6 est égal à 0. En additionnant 6 dans chacun des membres, on a ça qui apparaît. Bien que x vaut 6. Plus 6 moins 6 donne 0. Et on fait apparaître plus 6 de l'autre côté. On a donc deux solutions qui sont les solutions 0 et 6. La bonne réponse est donc la proposition C. Alors, oui Anaïs, tout à fait. Non,
Non, c'est moi qui me bloque, c'est effectivement… Alors, je réponds à vos… Excusez-moi. Je vois beaucoup de gens dans le chat disent que ça bug et que c'est difficile, donc c'est vrai que ça me perturbe un peu. J'espère que tout le monde a pu rafraîchir et se mettre à jour parce qu'il y en a pas mal effectivement qui disent qu'il y a peut-être des petits soucis techniques. On va essayer de résoudre ça, on bosse là-dessus. Rafraîchissez vos pages. Alors, est-ce que j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux? Oui, tout à fait, vous m'avez vu l'éteindre. Allez, on passe tout de suite à la question 7 sans transition. Appliquer une fonction définie par f de x égale 0,85x revient à effectuer une augmentation, une diminution ou une diminution de 85 ou une diminution de 15%. Alors, appliquer cette fonction, c'est appliquer une fonction qui est linéaire. C'est quoi? À un nombre, j'associe le produit par un autre nombre. À un nombre de départ, mon antécédent, pour utiliser un peu de vocabulaire des fonctions, eh bien, je vais toujours le multiplier par 0,85. Donc, on est face à quoi? Face à une multiplication par ce qu'on va appeler dans le jargon des pourcentages un coefficient multiplicateur. Donc, cette fonction linéaire est associée à un coefficient multiplicateur que je vais appeler Cm qui est égal à 0,85. Eh bien, multiplier un nombre par 0,85, c'est équivalent à quelle évolution en pourcentage? Je vous rappelle que un pourcentage, une évolution en pourcentage, se calcule avec du 1 plus t sur 100 ou 1 moins t sur 100. On a ici 0,85 qui est égal à 1 moins 15 sur 100. 1 moins 0,15, c'est-à-dire bien 0,85. Quand je fais une diminution, d'où le symbole moins, l'évolution est une diminution, je vais avoir une multiplication par un nombre qui est inférieur à 1. Effectivement, une diminution va impliquer une diminution du nombre, multiplié par un nombre inférieur à 1 va diminuer le nombre. Comment je peux repérer que c'est une diminution de 15%? Eh bien, c'est en fait l'écart à 1 qui va me donner la valeur. L'écart de 0,85 à 1, c'est quoi? C'est 0,15. 0,15, c'est 15 sur 100. Ici, j'ai quoi? J'ai 15 sur 100. Ça, c'est mon taux de diminution. Mon taux de diminution vaut 15 sur 100. 15 sur 100, c'est bien 15%. Appliquer une multiplication, appliquer une fonction linéaire qui est égale à 0,85x, eh bien, qui transforme tout nombre x en 0,85x, c'est en fait appliquer une diminution, non pas de 85%, mais bien une diminution de 15%. Pour excusez-moi, je bug à chaque fois que je regarde le chat, il faut que soit que j'arrête de regarder le chat, il faut que j'arrête de bugger. Donc pour cette réponse, on va répondre à la question C. Alors, j'ai une bonne question dans le chat justement qui me faisait bugger. Bon, je suis arrivé à C, mais je n'avais pas cette méthode rapide, merci. Alors, c'est Laetitia Gomez-Albea du coup qui me demande si pour la question numéro 6, on pouvait répondre à… Effectivement, si on revient à la question 6, peut-être qu'on pouvait répondre à… Alors, c'est peut-être ma question qui n'est pas assez précise. Est-ce que là où les solutions des équations… Si, ma question est assez précise. Je vais donc préciser ma pensée. Là où les solutions de l'équation, on est bien sur des articles qui sont définis. Donc, la solution ou les solutions sous-entendent toutes les solutions, à contrario de une ou des solutions. D'accord? Si je vous avais posé question, une des solutions de l'équation est ou des solutions de l'équation sont… Là, effectivement, on aurait pu répondre 0 parce que 0, c'est une des solutions. Mais ce n'est pas toutes les solutions. Donc, l'utilisation de cet article défini, là, les au singulier au pluriel, vous oblige à répondre en proposant l'ensemble des questions. L'ensemble des solutions, pardon. Donc, on se limitera à la réponse C. On a donc A, C et C pour cette
série de questions 5, 6 et 7. La géométrie, on y va? On se lance? Un peu de géométrie? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, soyez patients, essayez de voir ce qui se passe dans le plan, hein, les configurations géométriques. Prenez le temps de bien regarder les choses. Prenez peut-être le temps aussi d'essayer de démontrer, de vous convaincre de pourquoi ça marche. Et puis enfin, une petite remarque, vous avez 3 questions dans cette série sur la géométrie et une figure. Les 2 premières questions, les questions numéro 8 et 9 concernent la figure qui est nommée figure 1. Et la question numéro du coup 10 est décorrélée de cette figure. Hein. Donc vous avez, j'ai l'utilisation d'autres noms pour nommer un triangle. Donc la question 10 n'est pas en rapport avec la figure 1. Je tenais juste à vous le préciser. On se lance tout de suite, sans transition, avec la série sur la géométrie. Allez, à tout de suite.
Alors, des problèmes de lisibilité, j'ai l'impression, dans le chat, effectivement. Pour cette vidéo, on va voir si peut-être il faut que je refasse check si on arrive à lire ce qui est là, s'il te plaît. Si on arrive à lire ce que j'ai affiché au tableau ou s'il faut que je refasse la figure un peu plus grande. On a effectivement, vous avez quelques soucis sur le flou de l'image et peut-être que cette figure que j'ai affichée là et que je vais devoir... Non, ça va. Ça va. Donc voilà cette figure. Je suis désolé pour cette question 8 et question 9 sur lesquelles vous avez peut-être eu du mal à réfléchir. On va peut-être prendre le temps de raisonner en même temps. S'il vous plaît, c'est parti alors. Figure 1, un triangle rectangle est. Alors, quels sont dans cette liste les triangles rectangles? On nous propose le triangle rectangle BDC. Est-ce que ce triangle est rectangle? La réponse est oui, BDC est rectangle. Pourquoi? Eh bien parce que ce triangle a son plus grand côté qui est un diamètre d'un cercle et un autre, le troisième point, qui appartient aussi à ce cercle. Autrement dit, BDC est inscrit dans un cercle et un de ses côtés, c'est le diamètre de ce cercle. Ça, c'est une propriété qu'il faut connaître, qui tombe régulièrement au CRPE, hein, qui nous permet de dire eh bien, que ce triangle, il est rectangle. Donc, oui, dans la question 8, le premier triangle BDC est bien rectangle. Est-ce que le triangle ABC est rectangle lui aussi? Alors traçons-le, ce triangle ABC. Et vous pouvez observer qu'on est exactement dans la même configuration. Eh bien, BC est un diamètre et A appartient au cercle. BDC est inscrit dans le cercle avec BC un diamètre. On a, pour les mêmes raisons, un angle droit aussi ici. La réponse B convient donc aussi. ABC est un triangle rectangle en A. Est-ce que le triangle BEO est rectangle? Le triangle BEO est rectangle. Alors là, comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre? Bon, alors déjà, on peut l'observer, certes, qu'il est rectangle, mais on a bien compris que cette observation n'est pas suffisante au CRPE et qu'il va essayer, il va être nécessaire de trouver une justification. Oui, il y a un angle droit au niveau de l'angle OEB. Pourquoi? On a un angle droit ici. On a un triangle assez particulier. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on a une configuration de Thalès qui apparaît. Avec ce triangle BOE et ce triangle, BOE et ce triangle BCA. On a ici deux triangles et on a des rapports de longueur particuliers puisque O et E sont des milieux. On a donc deux triangles similaires. Ça vous rappelle peut-être ceux qui étaient présents vendredi dernier, notre cours sur le théorème de Thalès et sa réciproque. On a deux triangles similaires qui ont un facteur d'agrandissement ou de réduction, tout dépend dans quel sens on le voit, de 1,5 ou de 2. C'est aussi ce qu'on appelle le théorème de Thalès simplifié, qui est un cas particulier du théorème de Thalès, lorsqu'on passe par les milieux. Si vous procédez au quotient BO sur BC, vous trouvez 1,5. BE sur BA, vous trouvez 1,5. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser du coup la réciproque du théorème de Thalès, qui nous permet de dire que lorsqu'on a une égalité des quotients des rapports, eh bien on a parallélisme. Donc grâce à la réciproque du théorème de Thalès, eh bien on a quoi? On a la possibilité de déduire que les droites OE et CA sont parallèles. Ces deux droites sont parallèles. On a donc ici deux droites, une droite qui est perpendiculaire, la droite CA est perpendiculaire à la droite BA, et la droite OE qui est parallèle à la droite CA. On a donc un angle droit ici aussi. ABC convenait pour cette question numéro 8. Vous avez vu que sur cette petite figure, eh bien, on arrive à produire des raisonnements avec
le théorème du cercle circonscrit dans un triangle rectangle et la réciproque du théorème de Thalès. Allons voir la question 9 qui, je vous l'avais dit, la question 9 qui est toujours corrélée à la figure 1. Alors, est-ce que BA égale AC? Est-ce que BA égale AC? Difficile à dire comme ça, mais une information sur ce schéma que nous n'avons pas encore utilisé est le fait qu'on a un angle ici de 45 degrés. Vous savez que la somme des angles dans un triangle, eh bien, elle vaut 180 degrés. On a un des angles qui vaut 90, le deuxième angle qui vaut 45. On peut donc produire la petite soustraction de 180 moins 45 moins 90 qui va nous donner de nouveau 45 degrés. Donc en fait, cet angle, il vaut aussi 45 degrés. On a donc un triangle BAC qui est isocèle. Deux angles à la base égaux, c'est bien un triangle isocèle. Et si le triangle ABC est isocèle, eh bien on peut dire que BA égale CA. ABC, et en fait, ABC, c'est un triangle isocèle rectangle en A. La proposition A est correcte. Est-ce que AO est perpendiculaire à BC? Est-ce que AO perpendiculaire, est-ce que AO est perpendiculaire à BC? Y a-t-il un angle droit? Alors, on vient de dire qu'on était dans un triangle isocèle, et si on regarde AO, qu'est-ce que c'est que AO? Eh bien, ça représente bien la médiane de ce triangle. O, c'est le milieu de BC, on a donc la droite AO qui est la médiane de BC. Seulement, souvenez-vous, on est dans un triangle isocèle. Et dans le triangle isocèle, eh bien, la médiane, elle est très particulière. En tout cas, la médiane issue du côté principal, donc celle-ci, est très particulière puisqu'elle est confondue avec la hauteur qui nous donne l'angle droit, la médiatrice et la bissectrice. On a donc ici AO qui est la médiane et comme elle est issue du sommet principal du triangle isocèle, c'est aussi une hauteur. On a donc bien ici un angle droit. La réponse B convient. Enfin, est-ce que AC égale 2EO? Est-ce que AC vaut 2 fois EO? Eh bien, on a ici le théorème de Thalès dans toute sa splendeur, ou sa version simplifiée qu'on appelle le théorème des milieux, mais c'est tout simplement un cas particulier du théorème de Thalès, qui nous permet de dire que on a l'égalité des rapports, on a les rapports BE sur BA qui valent 1,5, on l'a dit, BO sur BC qui vaut aussi 1,5, on a donc OE sur CA, OE sur CA, qui vaut aussi 1,5. Et si OE sur CA, ça vaut 1,5, une autre manière de dire ça, eh bien, c'est que CA, c'est le double de OE. On a donc bien cette égalité qui apparaît. Et la réponse, la proposition, je vais y arriver, la proposition C est correcte également. Question numéro 10. Un petit tour par le chat avant peut-être d'attaquer cette question numéro 10. Oui, tout à fait. Je vois des réflexions qui parlaient de ce théorème des milieux. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, tout à fait. Vous pouvez l'utiliser. Le théorème des milieux, c'est un cas particulier du théorème et de la réciproque du théorème de Thalès. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce théorème. Difficile de trouver des justifications. Vous voyez que j'ai tout fait à l'oral, mais clairement, j'en ai beaucoup dit. J'ai utilisé là beaucoup de théorèmes pour justifier tout ce qu'on peut observer sur ce schéma. Chez Objectif CRPE, mon objectif, un de nos objectifs, en tout cas quand on fait des mathématiques, c'est clairement que vous soyez
à la fois dans une capacité de comprendre les situations géométriques, mais aussi de les démontrer. Et ça demande un entraînement avec une méthodologie particulière, eh bien, que nos élèves ont déjà commencé à travailler depuis le début de l'année. Donc, ça, clairement, ce que j'ai pu énoncer à l'oral rapidement, c'est quelque chose qu'on travaille à l'écrit, dans la longueur, euh, chez Objectif CRPE. Question 10. Et là, peut-être que les élèves d'Objectif CRPE, s'ils ont bien bossé le live de vendredi dernier, me disent bah, pour la question 10, qu'est-ce que tu nous présentes, Louis, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un 6-8-10. Un 6-8-10, c'est quoi? C'est un 3-4-5 deux fois plus grand. Un 6-8-10, c'est le 3-4-5 qui a grandi deux fois. Alors là, je me retourne vers vous. Maintenant, peut-être vous qui ne nous suivez pas chez Objectif CRPE, et j'espère que ça sera bientôt le cas, eh bien, clairement, ça fait partie de la culture mathématique de reconnaître certains triangles, certaines configurations de longueur pour pouvoir les associer à des configurations géométriques. En l'occurrence, le 6, 8, 10, le triangle qui possède des longueurs de 6, 8 et 10 cm, 6, 8 et 10 mètres, c'est un triangle qui est deux fois plus grand. Vous voyez qu'on a un passage de 1,5 ou de 2 dans l'autre sens que le 3, 4, 5. 3, 4, 5, le plus fameux des triangles rectangles qu'on retrouvait d'ailleurs dans l'épreuve du groupement 1 2019. Eh bien, comment on va faire? On va utiliser ici la réciproque du théorème de Pythagore qui nous permet de vérifier si un triangle est rectangle. Alors, vérifions-le. On a le plus grand côté qui est, je l'ai nommé RS, RS au carré, et 10 au carré, c'est 100. On va produire la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire le côté ST et RT, donc ST au carré plus RT au carré. Et pour respecter les valeurs numériques, ça nous donne, j'ai commencé par ST, donc c'est 8 au carré plus 6 au carré. Et ça donne 8 au carré 64 plus 36 qui donne une somme de 100. On a donc l'égalité RS au carré qui est égal à ST au carré plus RT au carré. On a cette égalité qui est vérifiée. On peut donc en déduire, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien, que le triangle RST est un triangle rectangle en T. Et c'est donc la bonne réponse et la réponse B. Voilà pour la géométrie, ça a été vite, j'en suis conscient. C'est l'entraînement, c'est l'assiduité, c'est la répétition qui vous permettra de rentrer dans un des exercices qui est le plus difficile et clairement le moins bien réussi par les candidats au CRPE. Si cet exercice est le moins bien réussi par les candidats au CRPE, ça vaut le coup de travailler ces notions, de travailler ces méthodologies de démonstration pour faire la différence avec les autres candidats. Je vous rappelle, vous le savez, mais je vous le rappelle, le CRPE, c'est bien un concours. L'objectif n'est pas de se dépasser soi-même, mais l'objectif est d'être meilleur que le voisin. En travaillant sur des notions difficiles et en mettant des points de côté, en arrivant à répondre à ces questions liées à ces notions difficiles, vous mettez des points d'avance que les autres candidats ne vont pas obtenir et ainsi, vous mettez vos copies sur le dessus du panier en obtenant des bonnes notes. On enchaîne sans transition avec la méthode du vrai-faux. On a pour ça deux questions pour se tester. Une question orientée vers l'arithmétique et une question orientée vers la géométrie. Je ne vais pas revenir sur le détail, enfin un peu dans la correction, mais maintenant je ne vais pas revenir sur la méthode de la démonstration du vrai-faux. Mais pour nos élèves, encore une fois, je vous demande d'être dans une certaine répétition, assiduité pour ces exercices qu'on travaille très régulièrement et notamment sur la méthodologie du vrai-faux dans le module 1. On se teste dès maintenant. Qu'est-ce que ça donne avec deux questions très classiques du vrai-faux du CRPE.
Et oui, c'est reparti pour la dernière correction. Oui, c'est déjà la dernière série, on va bientôt se quitter. Non, pas tout de suite. Vous me connaissez peut-être. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie de live, je commence à débloquer. Non, pas vraiment. Allez, on y va. On se lance dans cette question numéro 11, qui est une question qu'on a retrouvée plusieurs fois sous des formes légèrement différentes. Est-ce que la somme de 5 entiers consécutifs est divisible par 5? Est-ce que la somme de 3 entiers consécutifs est divisible par 3? Bon, comment on procède face à une question de ce type-là? Clairement, pour la question numéro 11, selon moi, on va tester les choses. Donc, on est au brouillon. 3 entiers consécutifs, c'est 3 entiers qui ont un écart de 1. 3 entiers consécutifs, par exemple 3, 4 et 5. Eh bien, voyons si la somme 3, 4 et 5, la somme de 3, 4 et 5, donc 3 plus 4 plus 5, donne 9, 12. Eh bien oui, 12. Est-ce que c'est divisé par 3? La réponse est oui. Et comment on montre qu'un nombre est divisé par 3? En écrivant tout simplement 3 fois 4. Il est divisé par 3. Est-ce que, je ne sais pas, 17 plus 18 plus 19, c'est divisible par 3? Alors 17 plus 18, ça fait 35, plus 19, ça nous fait du 45, ça nous fait du 54. 54, est-ce que c'est divisible par 3? Critère de divisibilité, 5 plus 4, ça donne 9. Donc oui, 9 étant divisible par 3, 54 est divisible par 3. 54, c'est du 18, ou plutôt on va l'écrire comme 3 fois 18. Ok, donc vous voyez que j'ai procédé à un test sur 2 exemples, mais j'aurais beau en donner un troisième ou un quatrième, ça ne va pas avoir une valeur de démonstration, de preuve en mathématiques. Une accumulation d'exemples n'est pas preuve. Il faut vraiment essayer de se mettre en tête cette réflexion. Accumulation d'exemples ne vaut pas preuve. Alors, pour prouver, il faut être dans le cas général en mathématiques. Et dans le cas général, c'est de dire ça doit fonctionner pour tous les nombres. Et voilà, à la rescousse, le calcul littéral qui va venir nous aider pour essayer de raisonner dans le cas général. On va tout simplement définir n'importe quel nombre. En mathématiques, pour dire voilà un nombre, eh bien, on utilise une lettre. Alors, je vais utiliser la lettre X de manière très originale. X est un entier. Allez, on va même le définir comme étant un entier positif. Eh bien, comment on peut définir à partir de x les successeurs de x? On voit bien que si x est 3, pour obtenir 4, il suffit d'additionner 1. Donc x plus 1, c'est son successeur. Et x plus 2, c'est le successeur du successeur. Donc on aura ici x, x plus 1, x plus 2. X plus 1, x plus 2. Si on travaille sur la somme, on va avoir x plus 1 plus x plus 2. J'ai donc produit de manière générale, en travaillant sur un nombre quelconque, la somme de ce nombre et de ses 2 entiers consécutifs. Un petit peu de réduction de cette expression. Des x, il y en a 1, 2 et 3, 3x. Et ici, 1 et 2, qui donnent aussi 3. Comment est-ce qu'on s'y est pris pour démontrer que 12 était divisé par 3, que 54 était divisé par 3? Eh bien, tout simplement en l'écrivant sous la forme de 3 fois un nombre entier. Eh bien, 3x plus 1, c'est 3. Alors, que n'aille pas trop vite, comment on peut écrire ça 3 fois un nombre entier? Eh bien, on va devoir passer par la factorisation, ce qu'on a fait déjà tout à l'heure avec la résolution d'équations. Le facteur commun, c'est 3. Donc, c'est x, il me reste x. Et attention, lorsqu'on factorise ou qu'on prend la totalité d'un terme, ce qu'il me reste, ce n'est pas très élégant de parler de reste parce que ce n'est pas vraiment un reste qui est plutôt associé à la division euclidienne, mais ce qui va rester, c'est bien 1. Pourquoi? Parce que ce 3, j'aurais pu l'écrire 3 fois 1. Donc, ce qui vous reste n'est pas 0. Attention, souvent on fait cette erreur. C'est bien 1. Preuve en est, je peux repasser par le développement. 3 fois x, 3x. 3 fois 1, 1. 3 fois 1, 3. Pardon, excusez-moi. On a donc ici réussi à montrer que si je prends
n'importe quel nombre et ses deux successeurs, eh bien, la somme, elle est divisible par 3 puisqu'elle peut s'écrire sous la forme de 3 fois un entier. Vous voyez la difficulté de la justification du vrai-faux, elle est dans l'utilisation de la preuve, l'utilisation du calcul littéral pour faire preuve dans ce cas général. Voilà une vraie difficulté. Et chez Objectif CRPE, eh bien, l'exercice du vrai-faux, il est travaillé tout au long de l'année. Pendant chacun des modules, les candidats ont des fiches d'exercice à travailler pour prendre des automatismes et surtout repérer les questions types qui reviennent régulièrement dans les sujets et être à l'aise avec ces questions types. Question numéro 12. Alors, je n'ai pas conclu, j'aurais peut-être dû conclure de manière plus formelle. La réponse est vrai et le vrai, on l'associait à la proposition A. Question numéro 12. Bon, là, on est dans le domaine de la géométrie, le domaine même des quadrilatères. Un quadrilatère possède des diagonales, si un quadrilatère possède des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Déjà, faire juste attention à ne pas manipuler la réciproque de cette propriété. On vous demande bien si un quadrilatère possède des diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Ce qu'on ne vous demande pas, c'est si un quadrilatère est un rectangle, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Réfléchissons sur cette propriété qui est la réciproque de ce qui est noté à l'écran. Donc, si un quadrilatère est un rectangle, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Bien ça, c'est vrai. Effectivement, c'est une des propriétés du rectangle, c'est d'avoir des diagonales qui se coupent en leur milieu. Mais là, on est bien sur la réciproque. Enfin, on est bien sur la propriété qui fonctionne dans le sens inverse, où on a inversé cause et effet. Donc, si un quadrilatère possède des diagonales, est-ce que je suis capable de trouver un quadrilatère du coup qui a des diagonales qui se coupent en leur milieu, mais qui n'est pas un rectangle? Alors certains vont me dire le carré. Mais alors là, attention, grosse erreur. Parce que si vous me proposez le carré, si un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, un carré, c'est vrai. Mais un carré, n'oubliez pas que c'est un rectangle. Un carré, c'est un rectangle, c'est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. Donc, ça ne va pas nous aider. Pensons peut-être à un quadrilatère moins particulier que le rectangle. Vous l'avez en tête, le parallélogramme. Quand on travaille avec un parallélogramme, on a bien un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est même la manière dont on définit un parallélogramme. J'en dessine un rapidement au tableau. Vous avez les milieux qui sont communs dans le parallélogramme. Si A, B, C, D, ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce que je suis en train de faire en termes de méthodologie? Où est-ce que je veux vous emmener? ABCD, c'est un parallélogramme. Donc ABCD, c'est un quadrilatère qui vérifie la première partie de mon affirmation. C'est un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Mais ce quadrilatère, eh bien, il entre en contradiction avec la deuxième partie, avec le fait que c'est un rectangle. Puisque, vous l'acquiescerez, un parallélogramme n'est pas un rectangle. J'ai utilisé une méthodologie qui est ce qu'on appelle la méthodologie du contre-exemple. J'ai trouvé un exemple qui validait la première partie de mon affirmation, mais qui est entré en contradiction avec la deuxième partie de cette information. J'ai donc ici la possibilité de proposer ce contre-exemple de manière graphique ou peut-être tout simplement en proposant le parallélogramme à l'écrit en disant que le parallélogramme est un contre-exemple de cette affirmation. Le contre-exemple, je vous ai dit tout à l'heure, attention, accumulation d'exemples ne vaut pas preuve. Donc pour montrer qu'une propriété est vraie, on ne peut pas utiliser un exemple ou même des exemples. Par contre, en mathématiques, pour montrer qu'une propriété est fausse ou qu'une affirmation plutôt est fausse, eh bien, on peut utiliser l'exemple, le contre-exemple. En mathématiques, l'exception n'existe pas. Si vous trouvez un cas qui
fait qu'une propriété ne fonctionne pas, eh bien cette propriété, vous pouvez la mettre à la poubelle. On est bien dans le cas général, on est éloigné de ces notions de grammaire ou d'orthographe qu'on apprend et que vous retravaillez pour le CRPE, où à chaque fois qu'on a une règle, derrière, on a une liste d'exceptions. En mathématiques, cette manière de raisonner, elle n'existe évidemment pas. Donc si je trouve un exemple qui rentre en contradiction avec mon affirmation, ça me permet de justifier que l'affirmation est donc fausse, avec un grand F. Et ça correspondait au B de ma question numéro 12. Déjà la fin, oui, déjà la fin, 20h39. Et oui, 20h39. Revenons en plein écran pour terminer ce grand quiz des mathématiques, le quiz de rentrée. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir travailler pendant 1h40 avec vous. On a ce soir, vous avez vu, balayé un certain nombre de domaines des connaissances à maîtriser pour le CRPE. Et j'espère que les quelques conseils que j'ai pu vous donner vous serviront en tant que candidat. J'espère aussi pouvoir peut-être retrouver certains d'entre vous dès le live de mardi où on va ensemble travailler sur les nombres et les nombres dans ce grand ensemble des nombres réels. On va faire un voyage à travers la classification des nombres, revenir sur l'arithmétique, sur les nombres rationnels, sur ce que c'est qu'une puissance, une racine carrée et essayer de donner du sens à toutes ces nouvelles opérations. Tout un programme se préparer de manière béton au CRPE d'avril 2020. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à très vite chez Objectif CRPE. Au revoir!